Une nuit, et tout a changé. L'équilibre fragile du conflit ukrainien a volé en éclats en quelques heures. Il suffit parfois d'un seul événement pour faire basculer le cours de l'histoire. Cette nuit-là, c'est le 26 octobre, l'Ukraine s'est réveillée sous le choc d'une offensive russe d'une ampleur jamais vue. Cette date restera gravée dans les mémoires, comparable à d'autres moments charnières de l'histoire militaire moderne, comme la nuit du 13 juin 1940 lors de la bataille de France, où en quelques heures, la ligne de front s'effondra brutalement. Cette fois, il ne s'agissait pas d'attaques dispersées, mais d'un assaut coordonné à l'échelle nationale, baptisé par Moscou, Ochelomlenie, l'écrasement. Ce nom, choisi avec soin, vise à inspirer la peur et le respect, à la fois chez l'adversaire et au sein de la population russe. L'objectif était de frapper vite, fort et partout à la fois, de manière à déstabiliser totalement l'ennemi. En moins d'une nuit, les grandes villes, de Kiev à Odessa, de Kharkiv à Soumy, ont été bombardées sans relâche. Les sirènes d'alerte se sont succédé, marquant chaque minute d'inquiétude. Imaginez la population de Kiev, habituée à la menace mais rarement confrontée à une telle intensité, se précipitant vers les abris, les enfants réveillés en sursaut, les familles se ruant dans les couloirs du métro, comme ce fut le cas lors des bombardements de Londres pendant le Blitz durant la Seconde Guerre mondiale. Les cibles étaient claires: réseaux énergétiques, infrastructures militaires, points logistiques vitaux. Même les zones industrielles ont été frappées, bloquant parfois la circulation et l'économie locale. Sur les images nocturnes, la liste des sites touchés s'allonge: centrales électriques, dépôts de carburant, nœuds ferroviaires. La stratégie russe est limpide: priver l'Ukraine de ses moyens de résistance, la mettre à genoux avant l'hiver. Cette tactique rappelle les campagnes de bombardement stratégiques menées par les Alliés contre l'Allemagne nazie, où le but était de briser la capacité industrielle et le moral de l'ennemi. La pression a franchi un seuil, non seulement par la quantité des missiles, mais par la rapidité et la synchronisation des frappes. Les analystes occidentaux, habituellement prudents, parlent désormais d'un changement de paradigme. Les attaques sont devenues plus massives, plus rapides, presque impossibles à anticiper. Les systèmes d'alerte, même automatisés et interconnectés, ont du mal à suivre le rythme, saturés par le volume et la diversité des menaces. Même loin du front, la sensation de basculement est tangible. À Kiev, comme dans les capitales européennes, on admet que Moscou vient de redéfinir les règles du jeu. Ochelomlenie n'est plus un simple raid, mais le signal d'une nouvelle ère stratégique. On se souvient de la façon dont la guerre de 100 ans a vu l'apparition de l'arc long anglais, bouleversant les méthodes de combat traditionnelles. Ici, le choc est d'ordre technologique et tactique. Ignorer ce tournant, c'est s'exposer à des bouleversements en cascade, pour l'Ukraine et pour le continent tout entier. Les répercussions de cette nuit pourraient se faire sentir bien au-delà du champ de bataille. Ce genre de moment, où l'équilibre d'une guerre change soudainement, a souvent précédé des basculements géopolitiques majeurs dans l'histoire. Mais comment ce blitz a-t-il été rendu possible? Et pourquoi la défense aérienne ukrainienne s'est-elle retrouvée débordée si soudainement? Pour comprendre, il faut revenir aux premières heures de l'attaque et décortiquer les étapes, les choix, les failles et les réactions. Comment la défense aérienne ukrainienne, vantée comme l'une des plus solides d'Europe, a-t-elle pu chanceler si brutalement? En quelques semaines, une tempête s'est abattue sur Kiev et ses alliés. L'armée russe, qui semblait plafonner, a inauguré un nouveau rythme: des frappes massives, coordonnées et de plus en plus sophistiquées, ciblant prioritairement la colonne vertébrale énergétique et militaire du pays. Les batteries anti-aériennes, déployées le long du Dniepr, autour de la capitale et sur les axes stratégiques, formaient autrefois un rempart presque infranchissable. Désormais, chaque nuit, des vagues d'attaques s'abattent sur les grandes villes, de Kiev à Odessa, de Kharkiv à Soumy. L'arsenal russe ne se contente plus de tirs isolés: drones kamikazes, missiles balistiques, engins de croisière et munitions planantes s'enchaînent, saturant les défenses ukrainiennes. Prenons un exemple concret. Lors de l'une des premières nuits de la nouvelle offensive, plus de 100 engins divers ont été lancés simultanément sur 5 régions différentes. La défense ukrainienne, pourtant équipée de systèmes occidentaux sophistiqués comme le Patriot,
le NASAMS ou l'IRIS-T, a dû répartir ses ressources, ne pouvant protéger chaque cible. Les choix douloureux se sont imposés, privilégier la capitale ou tenter de sauver les infrastructures électriques des villes secondaires. La pression est telle que les systèmes occidentaux, y compris le Patriot, révèlent leurs failles. Les radars surchauffent, les lanceurs s'usent, les stocks de missiles fondent. Chaque salve coûte cher, et les réapprovisionnements n'arrivent plus au rythme des besoins. À chaque nuit, davantage de cibles restent vulnérables, amplifiant l'effet domino. Pour chaque projectile qui passe, la ligne de défense s'affaiblit un peu plus. En une semaine, certains sites ont reçu 3 fois plus de frappes qu'en un mois entier auparavant. Les nouvelles armes russes, plus rapides, plus imprévisibles, percent les mailles du filet. Même les missiles réputés impossibles à intercepter parviennent à toucher des infrastructures cruciales. Au petit matin, des quartiers entiers de Kiev se réveillent dans la pénombre, l'air chargé de fumée, les sirènes résonnant trop tard. On retrouve là le sentiment d'impuissance qu'ont connu les Londoniens durant le Blitz, lorsque les V1 et V2 tombaient sans préavis. L'illusion d'invulnérabilité occidentale vacille devant les images de batteries endommagées ou débordées. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'une technologie considérée comme indestructible révèle soudain ses limites. Pensons à la ligne Maginot, contournée par l'offensive allemande en 1940, ou au mur de l'Atlantique, percé lors du débarquement. L'effet psychologique est dévastateur. Sur le front comme à l'arrière, soldats et civils constatent la multiplication des coupures d'électricité, la raréfaction des moyens de défense, l'épuisement des équipes d'entretien. Les premiers signes d'un décrochage moral émergent. Les réseaux logistiques sont à bout de souffle, les relais de communication souvent endommagés, et la lassitude s'installe alors que la menace, elle, ne faiblit pas. Si cette bascule technologique et tactique échappe à la compréhension des Alliés, l'Ukraine risque de se retrouver isolée face à une vague qui pourrait emporter ses dernières lignes de résistance. Le temps presse. L'équilibre du conflit, et peut-être la sécurité du continent, se jouent dans ces nuits où la défense vacille. Dans ce contexte, l'histoire récente de la Syrie ou du Yémen, où la saturation des défenses anti-aériennes a mené à des effondrements locaux, résonne comme un avertissement. Mais comment l'armée russe a-t-elle acquis cette capacité de frappe inédite? Pour comprendre ce renversement, il faut remonter aux mois décisifs qui ont précédé cette offensive. Durant l'été, la Russie a multiplié les tests de nouveaux armements, optimisé ses chaînes logistiques et appris à combiner drones, missiles et brouillage électronique. Elle a tiré les leçons de ses propres échecs initiaux, tout comme les Alliés avaient adapté leur tactique de bombardement durant la Seconde Guerre mondiale après la bataille d'Angleterre. Quand la ligne de front s'effondre en même temps que l'arrière, que reste-t-il à préserver? Cette question lancinante hante aujourd'hui l'Ukraine, alors que les assauts russes, massifs et synchronisés, bouleversent l'ordre établi sur tout le théâtre de la guerre. Pour la première fois depuis des mois, les défenses s'écroulent aussi vite que les réseaux logistiques, dessinant l'ombre d'une crise totale. C'est une situation qui rappelle le printemps 1945 en Allemagne, lorsque la Wehrmacht ne pouvait plus contenir à la fois les soviétiques à l'est et les alliés à l'ouest. Depuis plusieurs jours, la liste des pertes ne cesse de s'allonger. Dépôts de munitions anéantis, gares et réseaux ferroviaires paralysés, centres industriels stratégiques frappés les uns après les autres. Les dégâts logistiques échappent à tout décompte, et chaque nouveau coup affaiblit la capacité de Kiev à soutenir ses lignes. Dans la région de Pokrovsk et Mirnograd, la situation vire à la débandade. L'armée ukrainienne bat en retraite, abandonnant matériel, position et parfois même ses hommes. La défense anti-aérienne, longtemps fierté de Kiev, paraît aujourd'hui prise de court. Les batteries, autrefois redoutées, se taisent les unes après les autres, faute de missiles ou d'équipements en état de marche. Les opérateurs murmurent leur impuissance face à la pénurie, alors que la cadence des frappes russes demeure implacable. Les communications deviennent confuses ou s'éteignent, tandis que les tentatives de riposte se font de plus en plus sporadiques. Soudain, des armes inédites apparaissent. Bombes de plus de 3 tonnes, capables de raser en un impact ce que des semaines de combat n'avaient pu entamer. Ces démonstrations de puissance technologique sèment la panique, aussi bien dans les rangs ukrainiens que chez les observateurs occidentaux. Les pertes humaines s'alourdissent,
les réseaux internes se désagrègent et le sentiment d'abandon envahit même l'arrière. Face à ce choc, toutes les certitudes s'effritent. Les experts et journalistes occidentaux, jusque-là confiants dans la résilience ukrainienne, commencent à douter. Le modèle de défense, l'épuisement des ressources, la capacité de Kiev à inverser la tendance, tout est remis en question. Les débats s'enflamment, les perspectives s'assombrissent, et la peur d'un basculement stratégique s'installe. Le discours officiel ukrainien, autrefois martial et assuré, devient heurté, parfois incohérent. Les messages se contredisent, l'incertitude se lit sur les visages et dans les médias. Un malaise diffus s'étend, nourri par les images de villes frappées, de convois détruits, d'unités en déroute. La rupture est telle que le risque n'est plus seulement tactique. L'incapacité à réagir rapidement pourrait précipiter une défaite stratégique, profonde, peut-être irréversible. Front et arrière ne font plus qu'un dans le chaos et l'ampleur de la menace ne laisse plus guère de place au doute. Pour Kiev et ses alliés, le temps presse. La guerre s'est métamorphosée, imposant de nouveaux défis et exigeant des réponses inédites. Comment enrayer cette dynamique avant qu'elle ne devienne fatale? En Ukraine, l'hiver s'annonce plus menaçant que jamais. Le pays entier affronte une crise énergétique sans précédent. Des quartiers entiers plongent dans l'obscurité. L'eau manque. Les transports s'immobilisent. Le froid s'infiltre dans les maisons, forçant des millions de personnes à improviser, parfois à renoncer à un confort élémentaire. Prenons l'exemple de la ville de Kharkiv. Lors de la dernière vague de frappe, plus de 100 000 foyers se sont retrouvés sans électricité du jour au lendemain. Les hôpitaux ont dû fonctionner sur générateur. La distribution d'eau a été interrompue dans certains quartiers, et les transports en commun se sont arrêtés. Les familles se sont organisées pour cuisiner sur des réchauds. Les enfants ont suivi leurs cours à la lumière des bougies, rappelant les scènes vécues par les Parisiens durant la Grande Guerre, lorsque la ville était plongée dans le noir pour échapper à la menace aérienne. Ce ne sont pas seulement les ressources qui s'épuisent, mais aussi les forces morales. La lassitude s'insinue, creusant un sentiment d'épuisement et d'incertitude. Préparer un repas, se chauffer, simplement garder le contact devient un défi quotidien, tandis que les files d'attente s'allongent devant les points d'aide et que l'anxiété grandit chez les familles. Dans les médias, le ton évolue. En Ukraine comme à l'étranger, les certitudes vacillent. Les bulletins officiels, jadis porteurs d'espoir, laissent place à des doutes lancinants. Combien de temps ce pays pourra-t-il tenir? Les discussions sur les réseaux sociaux reflètent la peur d'un épuisement, d'une rupture à venir. Le sentiment dominant rappelle celui de la population britannique pendant le siège de Londres, où la question n'était plus de gagner, mais de tenir encore un jour de plus. Le soutien international, autrefois massif, montre des signes de fatigue. Les livraisons d'armes et d'aides financières ralentissent, parfois bloquées par des débats interminables ou l'usure de l'opinion occidentale. Certains alliés s'interrogent ouvertement. Jusqu'à quand continuer? Ce phénomène n'est pas nouveau. Durant la guerre du Vietnam, le soutien américain s'est effrité année après année, jusqu'à rendre la poursuite de la guerre intenable. Sur le terrain, les conséquences se font sentir. Les équipements militaires s'usent plus vite qu'ils ne sont remplacés. Les stocks de munitions s'amenuisent. Le spectre d'un effondrement logistique plane. Si l'aide se tarit, si les infrastructures cèdent, l'armée pourrait ne plus tenir ses lignes. Le pays tout entier risque alors l'asphyxie. Déjà, on constate que certains bataillons ukrainiens ne reçoivent plus que la moitié de leurs rations habituelles, et que des soldats doivent se battre avec des équipements réparés à la hâte. Dans ce climat, un sentiment d'attente oppressante traverse la société. Personne ne sait comment ni quand, mais l'idée d'un basculement imminent s'impose. La question n'est plus seulement de résister, mais de survivre sur tous les fronts. Pour l'Ukraine, il s'agit désormais de sa survie stratégique. Pour l'Europe, la stabilité régionale et la crédibilité des alliances sont en jeu. À l'échelle mondiale, c'est la capacité de l'Occident à tenir tête à la crise qui est testée. On se souvient de la crise de Suez en 1956, où la crédibilité occidentale avait été entamée par un échec diplomatique. Aujourd'hui, la situation ukrainienne pourrait devenir un nouveau test.
Mais alors que la tension monte, un nouveau front s'ouvre, révélant une vulnérabilité inattendue. La défense aérienne de Kiev, jusqu'ici pilier de la résistance, chancelle soudain sous la pression des frappes russes coordonnées. La saturation des systèmes, la pénurie de munitions et la rotation épuisante des équipes creusent chaque jour davantage la brèche. La guerre moderne n'est plus seulement une question de technologie, mais de résistance, d'ajustement et de lucidité. L'Ukraine nous offre une leçon brutale. Croire qu'un conflit se gagne à coups de gadgets ou de doctrines figées, c'est ignorer l'essentiel. L'histoire militaire regorge d'exemples, du Vietnam à l'Afghanistan, où la supériorité technologique n'a pas suffi face à la capacité d'adaptation de l'adversaire. La Russie privilégie l'usure et la pression continue sur l'affrontement direct. Son but ? Épuiser l'ennemi, le forcer à s'adapter, jusqu'à ce que la moindre faille surgisse. Chaque vague de frappe, chaque changement tactique, dévoile une stratégie patiente, méthodique, obsédée par le long terme. Cette approche rappelle la guerre d'attrition menée par l'Égypte contre Israël entre 1969 et 1970, où le but n'était pas de gagner vite, mais de pousser l'ennemi à bout. Ce choix révèle une vérité implacable. Aucun système, aussi avancé soit-il, ne survit sans adaptation constante. Les défenses, les blindés, même les structures organisationnelles peuvent être dépassées du jour au lendemain, si l'adversaire évolue plus vite que vous. Comme le disait le stratège militaire John Boyd, s'adapter plus vite que l'ennemi, c'est survivre. Les décideurs doivent entendre cette alerte. Les dogmes d'hier, la foi en une supériorité technologique, les réponses toutes faites, sont pulvérisées face à la créativité et au pragmatisme. Refuser de questionner ses propres schémas, c'est condamner ses moyens à se consumer inutilement. Pour illustrer ce point, rappelons l'échec de la doctrine française en 1940, qui n'a pas su anticiper la guerre éclair allemande. Mais derrière les évolutions matérielles, il y a l'humain. Le moral, la capacité à tenir face à la peur, l'usure et l'incertitude deviennent décisifs. Un front ne cède pas toujours par manque d'armes, mais quand les hommes doutent, quand la logistique s'essouffle et que la confiance s'effrite lentement. C'est ce qu'ont montré les recherches sur la bataille de Stalingrad, où la résistance soviétique a tenu malgré des pertes matérielles colossales. La logistique, pourtant souvent reléguée au second plan, est le vrai nerf de la guerre. Sans carburant, sans munitions, sans relève, même les unités les plus aguerries plient. Derrière les chiffres officiels, il faut déceler les premiers signes de rupture dans la chaîne. Les exemples historiques abondent. L'effondrement de l'armée napoléonienne lors de la retraite de Russie fut d'abord une défaite logistique. L'information aussi est devenue une arme majeure. Dans cette guerre, l'écart entre la communication officielle et la réalité du terrain est immense. Pour survivre intellectuellement et stratégiquement, il faut croiser les sources, cultiver l'esprit critique, refuser les certitudes faciles. Cette capacité à discerner la vérité derrière la propagande fut décisive lors de la crise des missiles de Cuba, lorsque la désinformation pouvait mener à l'escalade nucléaire. Oublier ces leçons, c'est s'exposer à répéter les erreurs du passé et à être pris de court lors des prochaines crises. L'histoire ne pardonne pas l'aveuglement, surtout quand la guerre se réinvente sous nos yeux. Reste une question. Dans ce nouvel environnement, comment rester maître de son destin ? Pour répondre à cette question, il faut identifier des pistes concrètes. Premièrement, renforcer la flexibilité logistique, multiplier les stocks décentralisés, former des équipes mobiles de réparation et investir dans la redondance des systèmes pour limiter l'impact des pertes ponctuelles. Deuxièmement, accélérer le développement de contre-mesures face aux drones et missiles, notamment par l'utilisation de brouilleurs, de leurres et de réseaux de détection avancés. Troisièmement, soutenir le moral des troupes par des rotations plus fréquentes, un appui psychologique renforcé et la valorisation des efforts individuels. À l'échelle de l'État, il s'agit aussi de repenser la communication, miser sur la transparence, impliquer la société civile dans l'effort de guerre et renforcer la résilience de la population par des programmes d'entraînement et de préparation à la crise. Enfin, sur le plan diplomatique, il est crucial de renouveler le dialogue avec les alliés, de diversifier les sources d'aide
et d'engager des négociations pour éviter l'isolement stratégique. Dans les prochaines heures, un autre front pourrait s'ouvrir, bousculant encore davantage les équilibres précaires. Sommes-nous prêts à affronter la suite? Une bascule silencieuse vient de s'opérer sous nos yeux. La guerre en Ukraine a changé de visage. Elle ne se résume plus à des lignes sur une carte, mais à une lutte d'endurance, de méthode et de rythme. Désormais, chaque jour, c'est la pression sur la défense aérienne de Kiev, la fragilité de l'arrière ukrainien et la multiplication des frappes coordonnées qui redessinent les contours du conflit. Ce n'est plus seulement la brutalité des attaques qui frappe, mais la transformation profonde de la guerre elle-même. Là où la défense ukrainienne résistait hier, l'usure s'installe aujourd'hui, impitoyable. Les stocks s'amenuisent, la logistique se tend, et parfois, le front cède sous la pression, tandis que la population s'accroche à des certitudes de plus en plus fragiles. L'enjeu a donc changé de nature. Il ne s'agit plus uniquement de manœuvres militaires, mais de notre capacité à détecter les signaux faibles, à aller au-delà des discours officiels pour saisir l'ampleur de ce bouleversement. Chaque alerte, chaque panne, chaque recul n'est qu'un indice d'un équilibre en train de s'effondrer. À l'image de la crise de Berlin en 1948, c'est la capacité d'adaptation et de réaction rapide qui déterminera l'issue. Pour l'Europe et le reste du monde, le choc de cette mutation dépasse largement les frontières de l'Ukraine. Ignorer ces signes, c'est risquer de perdre notre capacité d'influence et de se retrouver vulnérables face à des crises futures, surgissant ailleurs, selon des schémas imprévisibles. Nous sommes donc appelés à une vigilance renouvelée. Il faut apprendre à lire entre les lignes, à anticiper, à questionner. Désormais, notre sécurité, notre capacité à agir et notre avenir collectif se jouent dans notre compréhension de ce qui se passe sur ce front lointain. Plus que jamais, il est essentiel d'ajuster notre perception à la réalité du terrain, de repenser nos stratégies et de tirer les leçons de chaque revers comme de chaque percée. Serons-nous capables de répondre à l'ampleur de ce défi? La réponse appartiendra à ceux qui sauront voir au-delà des évidences, s'adapter et agir ensemble, pour que l'histoire ne se répète pas, ou, du moins, pour qu'elle ne se répète pas au détriment de notre liberté.